BFM Business. Le focus de Tech & Co. Focus avec nos invités ce soir, je vous les présente tout de suite. On est avec le fondateur de Food Chéri, puisqu'on parle de la food tech, donc la tech appliquée à votre alimentation. Patrick Asdaghi avec nous ce soir. Patrick, bonsoir. Bonsoir. Food Chéri, un premier tour de table réalisé à pas si longtemps que ça, la semaine dernière. La semaine dernière, tout à fait. 1 million d'euros levés. Donc vous gérez la cuisine et la logistique, et il y a beaucoup d'anciens de la fourchette chez vous. Tout à fait, oui. Food Chéri, c'est un concept un peu nouveau sur Paris. C'est un restaurant virtuel. C'est le premier restaurant dans une app. On gère la cuisine, nos propres chefs, nos propres livreurs et notre techno. Avec deux, trois plats par jour. Tout à fait. Chaque jour, une carte qui change. 2 plats frais, moins de 10 €, livrés en moins de 20 minutes. Vous ne livrez pas encore partout dans Paris, mais vous tissez votre toile petit à petit. Oui, là, on livre la moitié de Paris et on a levé des fonds justement pour augmenter notre zone de livraison très vite. Logique. Avec nous aussi ce soir, Christophe Boisselier. Donc c'est Frigo Magique, votre Bonsoir. Bonsoir Christophe. J'ouvre mon frigo, il me reste 4-5 trucs, je suis célibataire, voilà, bon, je suis pas souvent dans la cuisine. J'aimerais bien quand même faire un petit truc ce soir, changer, mais j'ai pas d'idée, quoi. J'ai pas d'idée, ouais, et puis j'ai pas beaucoup de temps. Donc Frigo Magique, je dis, voilà, il me reste 5 voilà, trucs là, vous mettez ce que vous avez toujours, parfois ou jamais, parce qu'il y a des choses qu'on n'a jamais, mais il y a des choses on pense pas, on les a dans son placard, en fait, on pense qu'on n'a rien, mais on a toujours quelque chose. Et vous l'ouvrez, et vous dites par exemple, vous choisissez votre produit principal. Une boîte de thon, de la crème fraîche, des pâtes et voilà, donc ça c'est déjà dedans, à la limite, et vous cliquez par exemple sur carottes, et là vous allez avoir des recettes qui vont sortir, qui utilisent exactement les produits que vous avez. Donc on ne va pas vous demander un autre produit, c'est l'avantage, parce que souvent quand on a des recettes, soit il manque toujours un truc, sur un livre, il manque les oignons, je sais pas quoi. Et là on ferme le bouquin ou on ferme l'appli, et puis on dit, on va faire des pâtes au beurre. Vous nous expliquerez le business model, je suis curieux de savoir. Avec nous aussi ce soir le patron France de Deliveroo, Adrien Falcon. Voilà, bonsoir. Adrien, bonsoir. Donc vous j'allais dire, vous surfez sur le business des apps de livraison. C'est quand même plus qu'une app de livraison. Et les investisseurs vous suivent, vous avez levé au total beaucoup d'argent. C'est-à-dire, Pascal, je vous laisserai pas dans un instant, et Pascal va nous repeindre tout le tableau. Pascal, bonsoir. Bonsoir Sébastien. Voilà, je finis mon tour de table avec toi. La grande distribution, la banque, les transports, tout le monde se fait plus ou moins, pas forcément ubérisé, mais en tout cas attaqué comme ça sur la droite. Et la restauration, ça y est, là on entre enfin aussi dans le 2.0. Exactement, et pour créer une industrie, tous ces secteurs sont maintenant connus sous une dénomination qui s'appelle les food tech. Alors vous savez que les technologies sont capables, aujourd'hui on le voit bien, de prendre des activités assez basiques pour en faire des marchés à très haute valeur ajoutée, c'est ce qu'on appelle la transformation numérique. Alors le terme food tech englobe à la fois la préparation, la livraison des repas, qu'ils soient préparés par des restaurateurs ou préparés par la start-up qui intègre ça dans son modèle. Et alors il y a plusieurs modèles, il y a des modèles comme celui de Deliveroo qui se base sur un accès en ligne des cartes de restaurateurs qui sont dans la rue, et il y a des modèles comme Food Chéri plutôt, qui intègrent là tout le processus. Ils ont recruté bien sûr des data scientists, des experts du marketing, mais aussi des cordons bleus qui tous les jours préparent 2 repas par jour. Tout ça pour vous dire que les Français sont loin d'être absents de ce secteur. Aux États-Unis, les Uber, Google, Amazon, etc. dépensent des centaines de milliers de dollars dans l'industrie du food tech, et en France, on est vraiment pas loin derrière. On peut dire aussi qu'il y a un troisième modèle qui est un peu plus disruptif, qui est en train d'apparaître, c'est celui qui propose par exemple d'inviter chez vous, de proposer, de devenir un restaurateur. Comme ça, exactement, visite, exactement. Voilà, c'est une jeune femme avec son oncle, vous êtes capable de recevoir tant de personnes, les gens viennent chez vous, c'est un peu du Airbnb du restaurant. Les restaurateurs, ça ne leur fait pas plaisir, mais en tout cas tout ça rentre dans tout ce qu'on appelle l'industrie ou l'économie des food tech qui représentent plusieurs centaines de millions, voire quelques milliards en ce moment dans le monde. Ah oui, je pense qu'on peut parler de milliards, et on n'a sûrement encore rien vu. Alors je vous ai pas laissé parler effectivement Adrien, donc Deliveroo, vous êtes le patron France parce que c'est une boîte britannique. Exactement, donc ça a été créé... Pascal, je vais encore vous couper. Pascal, qu'est-ce que tu voulais dire? Eh ben, je voulais rien dire. On ne veut pas le laisser parler. Si, je veux le laisser parler. Je veux enfin qu'il dise sa levée de fonds. Oui, voilà. Alors, tous les auditeurs, les spectateurs attendent. En effet, c'est une start-up qui a été créée en 2013, il y a 2 ans, en Angleterre. On a connu une traction extrêmement forte en très peu de temps, et ça nous a permis en effet d'être soutenus par des investisseurs. Et au total, c'est quasiment 100 millions, enfin c'est 100 millions de dollars levés. 3 fois, voilà. En 2 ans. Et notamment la dernière levée de fonds qu'on annonce fin juillet, qui est de 70 millions de dollars.
Donc, ça fait de vous une licorne, hein. Ça fait de nous au moins une demi-licorne, en effet. Ouais. En tout cas, on connaît une croissance phénoménale, exponentielle dans tous les pays dans lesquels on est présent. Combien de pays là? Alors, donc, un bastion historique qui est l'Angleterre et qui est développé partout, UK puisqu'on a ouvert l'Irlande, ouais. Et maintenant on s'ouvre à peu près partout en Europe et on a évidemment une vocation à aller beaucoup plus loin, y compris en Asie. Vous avez ouvert donc le bureau parisien français en début d'année. Exactement. Vous ouvrez déjà toute la capitale. Donc j'arrive en janvier pour ouvrir justement Deliveroo en France. 3 mois de préparation du projet. On commence notre première livraison en avril et 3 mois après, à la mi-juillet, on couvre l'ensemble de Paris. Donc aujourd'hui, on est en mesure de livrer en effet tous les arrondissements de Paris. Et depuis la rentrée, y compris la périphérie de Paris, donc notamment Boulogne, Neuilly, Levallois. Alors c'est pas vous qui faites la cuisine, hein, contrairement à Food Chéri, on a bien vu, c'est un modèle différent. Exactement. Vous, en fait, vos partenaires sont les restaurateurs. Voilà, nous on a un modèle, vraiment c'est une marketplace assez différente de ce qui a été évoqué avant. On sélectionne des restaurants qui sont connus, reconnus pour qualité de plat. On peut faire de la pub. Allez-y, exemple. Alors, on a une chaîne vraiment connue, une diversité de cuisine. Ça va aller du très bon hamburger à la française. Ah oui, Guy Fernand. Voilà, on travaille notamment avec Guy Fernand, à des très bons asiatiques, enfin des restaurants asiatiques qui ont pignon sur rue. On travaille par exemple avec le coréen Hero qui est assez tendance. Donc le panier moyen est assez élevé, j'imagine. Là, c'est pas 10 € comme on est sur vraiment de la restauration de qualité. Ouais. Donc en effet, il y a une prestation du restaurateur qui est très fine, et donc évidemment il y a un panier moyen qui est relativement élevé. Ça n'empêche pas de combien on est sur une trentaine d'euros en panier moyen. Ça n'empêche pas d'avoir régulièrement des commandes, par exemple, d'une population étudiante qui va justement se faire plaisir le soir d'un match en commandant un plat pour une quinzaine d'euros, mais qui va commander en groupe. Voilà. Et puis on a la chance de travailler, et ça a été le cas à Londres récemment, mais ça a été le cas aussi pour nous en France, de travailler avec vraiment des très belles enseignes. Donc on est très fiers, par exemple, de travailler très bientôt avec un étoilé Michelin, exactement. Et donc là, on est sur des paniers un peu plus élevés parce que la qualité c'est énorme. Ouais. Exactement. Mais c'est des restos qui livrent pas, évidemment. Ils n'ont pas des petits scooters devant. Non, pas de chez eux. C'est la différence de notre modèle, et c'est ce qu'on apporte, c'est la nouveauté qu'on apporte. C'est ça qui est disruptif, c'est qu'on permet à des restaurants qui n'auraient jamais imaginé livrer avant. Ça leur fait des couverts en plus. Voilà. On a avoir une terrasse ou une extension. C'est une extension digitale de leur salle. Apporteur d'affaires. Vraiment dans un apport du business. Et vous cassez pas les prix. Vous n'arrivez pas en disant comme Groupon, j'en sais rien, moi, faites-moi du moins 50. Ah non, vous êtes pas sur pas. On respecte la carte. Prenez juste votre petite commission. Vous mettez une petite commission de la livraison et de la. La commission est toujours la même, c'est-à-dire c'est des frais de livraison pour le consommateur final qui sont toujours les mêmes, 2,50 €, quelle que soit la distance, quel que soit le temps, et on colle à la carte du restaurateur telle que lui souhaite la mettre en ligne sur notre plateforme. Food Chéri, on l'a dit, hein, Patrick, c'est plutôt 10 € pour le plat du jour. On peut faire de la qualité quand même à 10 €, c'est possible. On peut parce qu'on a un modèle complètement intégré. On a essayé en fait de sortir de notre modèle économique tous les coûts qui pèsent sur la restauration classique. Donc l'immobilier, les coûts immobiliers sont comprimés à leur maximum. Nous, on n'a pas de... Notre cuisine, en fait, elle n'a pas pignon sur rue. On a les tables sont pas dans notre restaurant, mais chez le consommateur final. Elle est située où, votre cuisine? Elle est au centre de Paris, dans le 9e arrondissement. Ouais, mais on va, avec notre croissance, on va devoir aller un peu loin. Il faudra aller au Marvilliers ou à Saint-Denis, là, comme les grands groupes. Ça, on verra. Mais toujours est-il que, en fait, les coûts qui pèsent sur la restauration classique, nous, on les a sortis, ce qui nous permet d'avoir des plats de qualité à moins de 10 €. Et nous, notre ambition, c'est pas tellement, certes, il y a le plaisir, mais on veut devenir vraiment la cantine virtuelle du Parisien. Donc vous rentrez chez vous, le frigo est vide, l'angoisse du frigo vide. En 3 clics, je me fais livrer en un temps très très court, puisqu'en fait, on n'a pas besoin d'aller chercher la nourriture. Elle est déjà avec nos livreurs et livrée en un éclair. Intéressant, Pascal, de voir que c'est des anciens de la fourchette. Donc, belle réussite française, hein, rachetée il y a un an et demi par TripAdvisor, le géant américain, qui décide de se relancer dans une aventure, mais là d'occuper toute la chaîne. Hein. C'est exactement ça. Et ce qui me fait... Bon,
on se connaît un peu avec Patrick, on s'est déjà vu, on a parlé de vous sur BFM Business, et ce qui m'a vraiment interpellé, c'est que c'est des gens qui travaillent, souvent ces entrepreneurs, dans les high-tech, qui sont beaucoup pris, qui travaillent des 15, 16, 17 heures par jour, et en fait, qui n'ont pas créé un modèle pour les autres, qui se sont dit à chaque fois, on mange rien, on mange mal, on mange tard, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour... Et le savoir-faire de la fourchette, l'expérience prise, plus votre voyage à San Francisco, qui vous a permis vraiment de voir que là-bas, c'est des choses qui fonctionnent et qui sont, comme on le disait aussi avant l'émission, une évidence en fait. C'est des services que vous avez lancés et qui sont totalement évidents. C'est vrai, c'est la jeunesse du truc, Patrick, vous dites, on n'a pas tout ça à Paris par rapport à Londres, par rapport à San Francisco, et surtout on mange mal, on a marre de commander des pizzas. Là. Le segment de la restauration livrée en France est très immature. Vous regardez des villes comme Londres, regardez les villes européennes de Londres, New York... Et puis c'est toujours la même chose, quoi. C'est chinois, japonais ou pizza. Voilà, les Américains ont l'habitude de toujours de manger toujours on the go. Ça peut être chez eux, ça peut être. Moi, j'ai fait mes études aux États-Unis. Tous mes classmates, tous mes camarades de classe, bouffaient sur l'amphi devant le professeur. Voilà. Le rapport à la nourriture est différent. Donc en fait, ça s'est développé très vite là-bas. Et c'est en train d'arriver en France très vite. Mais attention, l'idée c'est pas non plus de tout. Enfin, il faut garder notre culture. On est fiers aussi de se poser à table avec ses collègues, avec des amis. Tout à fait. C'est pour ça que nous, dans Food Chéri, on essaie d'adapter ce modèle à un public parisien qui a d'autres attentes, mais en y apportant les leviers technologiques qui sont en train d'exploser, notamment sur la techno mobile. C'est de la tech, effectivement, c'est de la tech. On l'a vu aussi avec vous, Christophe Boisselier, sur Frigo Magique. Donc, on rappelle, on met les 4-5 ingrédients qu'on a dans son frigo ou pas d'ailleurs. 5 ou les 7-8, oui, ou 10. Ou 7 ou 8 ou 10. Si on met 10, ça commence à être de la non, mais cuisine. Là, ça va savoir que si vous mettez chocolat, sardines et huile et beurre, pas, là. on va peut-être pas forcément mélanger Alors, vous allez manger dans le même plat. Des sardines en entrée. Mais non, c'est plat par plat. Donc si vous voulez, à chaque fois composer une entrée, un plat, etc., vous allez avoir quelque chose qui se mange, qui sera rapide à cuisiner et qui sera économe, quoi. Nous, on a choisi par contre d'avoir en ce moment 30 000 cuisiniers qui font leur cuisine et qui se livrent eux-mêmes. Non, c'est parce que c'est chaque personne, quoi. Oui, vous avez 30 000 clients. Voilà. Oui. Pour l'instant, ouais. Enfin, 30 000 utilisateurs de l'app. Comment vous gagnez de l'argent, là? Il faut m'expliquer, là. Eh bien, ça sera simplement du placement de produits, car chaque ingrédient est représenté par une photo. Ah oui. Et donc, on aura... Je mets du beurre, j'ai le beurre président qui s'affiche. Donc, il va s'afficher aux ingrédients, qui va s'afficher après aux recettes, qui va revenir après quand on ajuste les ingrédients. Donc, ça va revenir. Et puis, on pourra, ça va être on voudrait un petit peu éduquer, on va dire, les gens, ceux qui mangent toujours la même chose. On amènera des pushs pour dire, vous mangez toujours du saucisson, essayez peut-être un peu... Le chorizo, c'est pas mal aussi. Aussi, voilà, le chorizo, c'est plus léger. Voilà. On va, et puis on va essayer aussi de parler des saisons, etc. Mais tranquillement, en gardant toujours une application super simple. Vous avez signé avec quelle marque là, pour l'instant? Avec le groupe Tribala Sojason, qui est breton. On est de Rennes, nous. Donc c'est le beurre, c'est les steaks de soja, c'est là. Puis on est pour parler avec d'autres marques encore de charcuterie, de produits laitiers. Bon, et vous êtes lancé en quel on a lancé officiellement en juin, mais ça fait 1 an et demi qu'on est dessus, et ça fait 3-4 ans qu'on a ça en tête. Donc ça s'est fait. On a notre 20e version de l'appli, vous voyez, il faut faire simple, le plus difficile c'est de faire simple, et on voulait qu'en 3 clics on arrive à la recette, parce qu'on est on disait tout à l'heure, c'est difficile, on a un pays de tradition, et ici le manger c'est très puissant. Et aussi, on a remarqué que c'est la première fois dans l'histoire de l'humanité qu'il n'y a pas de transmission entre la mère et la fille à l'oral. C'était comme ça que ça se fait depuis toujours, pour la cuisine, je parle. C'est-à-dire la mère ne connaissent plus les recettes de leur mère. Parce que nos mères en travaillaient. Ouais. Donc elles n'avaient plus le temps, et forcément Donc nos mères travaillaient moins que nos grands-mères, pas travaillaient plus que nos grands-mères. Et elles n'avaient plus le temps de former forcément leurs filles ou leurs enfants aux bases de la cuisine. Et on voit bien, de toute façon, les émissions de télé marchent, les bouquins de cuisine, il y en a beaucoup, les sites de cuisine, il y en a beaucoup. Donc ça veut dire qu'il y a un intérêt. Les gens ont envie de cuisiner quand même. Pascal, une question avant la pause. En fait, ce que vous avez créé, c'est vraiment un gigantesque big data, parce que pour être capable de créer des recettes, il doit y avoir derrière une espèce de coffre-fort informatique. Et Sébastien Burel, on c'est associe. du big data, c'est vraiment ça. C'est ça, oui, ça a été, c'est super. On a répertorié là 60 488 recettes. En variation, par une omelette aux oignons, bien sûr. C'est différent d'une omelette aux champignons, par exemple. Mais ça fait 2 recettes. Mais ça en fait des idées là. Ça en fait, voilà.
Messieurs, vous restez avec nous. La food tech ce soir, on voit qu'il y a plein d'idées, ça foisonne. Aux USA, en Europe, en France en particulier, où on a vraiment encore une carte à jouer. Vous découvrez peut-être ce soir la food tech. Alors on connaissait, oui, les livraisons, tout ça, mais là, ça part dans absolument tous les sens. Et les gros s'y mettent aussi, Google, Uber et d'autres. On y revient juste après ça, vos tweets. On va lire dans un instant pendant la pub tech côté ECH, CO. Très bonne soirée, on est en direct comme tous les soirs jusqu'à 22h30. BFM Business et 01net.com présentent Tech & Co, le grand live du numérique avec Sébastien Poineau. Et avec nos invités ce soir, on est avec Food Chéri, le patron de Food Chéri, le patron France de Deliveroo et Frigo Magique, son président aussi, Christophe Boissoli, nous fait le plaisir d'être avec nous. Vous venez de Rennes, vous l'avez dit juste avant la pause. Bon, pas d'ubérisation, Pascal, il faut le rappeler. La plupart de ces boîtes-là viennent pas concurrencer les acteurs en place. Eh ben, c'est la spécificité des food tech, c'est que dans tous les autres secteurs, on va prendre le plus caractéristique, c'est Uber avec les taxis. Uber arrive et égratigne, mort sur le marché de ses concurrents traditionnels. Alors que quand on regarde des gens comme Deliveroo, non seulement ils ne grignotent pas sur le secteur traditionnel de la restauration, mais ils apportent des clients nouveaux aux restaurateurs qui n'auraient jamais pu imaginer, sortis des 20 couverts ou 50 couverts qu'ils font le soir, ils n'imaginaient pas qu'ils pourraient faire 20, 30, 40 de plus dans une soirée. Et donc ils sont bénis par les restaurateurs. Exactement. De même que Food Chéri, c'est encore un système, c'est un autre restaurant. Oui. C'est un restaurant virtuel qui ne pose aucun problème de concurrence à personne d'autre. Et vous livrez froid, je voyais ça, Patrick, là chez Food Chéri, ça veut dire quoi ça, je commande un plat, ça arrive froid. Est-ce que c'est... Ouais, alors quand on dit froid, il est à réchauffer 2 minutes au micro-ondes, quelques minutes au four. Ah, oui. La raison pour laquelle on a fait ça, c'est que ça nous a permis en fait de créer une chaîne complètement intégrée. Nos plats sont refroidis. Nos livreurs qui sont nos serveurs en fait portent des frigos, des frigos ambulants et ils maraudent, ce qui nous permet d'avoir des temps de livraison extrêmement courts. Ils n'ont pas besoin d'aller se ravitailler. C'est quoi, c'est des petits camions, c'est quoi? Non, c'est des sacs isothermes refroidis avec sur un vélo. Sur un vélo, tout à fait, pour plein de raisons. Et donc, on a des temps de livraison qui, en général, sont inférieurs à 15 minutes. Et ça permet aussi de garder la fraîcheur des plats. Ils n'arrivent pas tièdes, ils arrivent... Sur un vélo là, qui brûle les feux rouges avec un sac Picard dans le dos, c'est quelqu'un de Food Chéri. Exactement. Non, pas forcément. En fait, ça peut être aussi Deliveroo, parce qu'il se trouve qu'on livre... on livre... Mais vous livrez chaud, vous? On livre chaud, et ça, c'est aussi intéressant. Donc, on est capable de faire la même chose, mais sur des plats chauds et froid, et dans des délais de livraison qui sont également extrêmement courts, c'est-à-dire qu'on est dans la trentaine de minutes. C'est complexe de livrer un sandwich Big Fernand, enfin un hamburger Big Fernand, ça demande un étoilé demain. Ça demande une maîtrise totale de la chaîne de valeur, et c'est ce qui fait aussi qu'on a cette traction et qu'on est soutenu par les investisseurs qu'on a actuellement. C'est parce qu'il y a une complexité opérationnelle derrière qui est extrêmement importante. Il faut pouvoir en effet arriver au bon moment auprès du restaurateur. C'est de la tech, c'est de la logistique, c'est quoi là? Il y a une plateforme technologique qu'on a développée depuis des années qui est extrêmement poussée et qui nous permet en effet d'avoir cette maîtrise opérationnelle des temps de livraison. Ça, c'est un premier aspect. Et ce qu'il faut comprendre également dans notre modèle... 30 minutes, la promesse? On est dans une trentaine de minutes. Ça dépend évidemment des partenaires avec lesquels on travaille. Quand on se fait livrer, par exemple, d'un très bon sushi, évidemment, le temps de préparation, parce que c'est frais, prend plus de temps que pour un hamburger de chez Big Fernand, par exemple, parce que ça se prépare beaucoup plus rapidement. Et c'est cette complexité opérationnelle qu'on sait maîtriser aujourd'hui qui nous différencie. Et on accompagne cette complexité vraiment de bout en bout, et ça c'est un élément très différenciant chez nous, parce qu'on apporte aux partenaires en effet un service qui n'existe pas aujourd'hui, qui ne serait pas en mesure de gérer tout seul, parce que il faut pouvoir recevoir une commande. Nous on équipe nos partenaires d'une tablette, d'une petite imprimante, c'est une extension digitale de son restaurant, et c'est une manière de récupérer des volumes d'activité qu'il n'aurait jamais eu sans nous. Et ces volumes d'activité, on les accompagne jusqu'à la fin de la chaîne, c'est-à-dire qu'on a un service client qui est dédié à cette logistique, qui fonctionne 7 jours sur 7 jusqu'à 23 heures pour nos partenaires. Voilà. Et ça, c'est, comme tu le disais, ça demande une complexité une maîtrise de cette complexité et de ce flux logistique très importante. Et nous, on est capable de le gérer parce qu'on a justement un asset technologique qui est extrêmement différenciant.
Et parce que vous avez levé au total 100 millions de dollars depuis votre création il y a seulement 2 ans de cela. Alors moi j'ai une question quand même, est-ce que les restaurateurs ont été obligés de s'adapter? Les restaurateurs, on va des fois manger au restaurant le soir, le restaurant est blindé, on attend un peu plus longtemps qu'on l'imaginait son plat. Quand arrive en même temps 3, 4 commandes Deliveroo, ils font comment? Ils ont recruté une équipe particulière? Alors absolument pas. Comment ils Justement, c'est une des choses qu'on leur apporte, c'est-à-dire qu'on est vraiment dans une extension digitale de leur restaurant, mais qui est indolore d'un point de vue opérationnel pour eux. On les équipe d'une petite tablette qui leur permet de se mettre eux-mêmes ou pas en ligne en fonction de l'activité qu'ils ont en salle. Donc si jamais vraiment un soir, pour des raisons quelconques, ils ne peuvent pas absorber les volumes, il suffit juste de se fermer, ils sont plus disponibles sur la plateforme. Et s'ils souhaitent réactiver le service pendant l'heure de salle qui leur convient, parce que d'un seul coup il y a un peu moins d'activité, ils peuvent le faire. Ça ne demande jamais d'avoir une personne dédiée à cette technologie parce qu'elle est extrêmement intuitive, et ça ne demande pas d'avoir des cuisiniers en plus pour absorber les volumes. On est vraiment dans le flux continu de ce qu'ils font aujourd'hui, et c'est juste qu'on digitalise cette expérience pour des consommateurs. Elles sont en temps réel, vos plateformes? Parce que question là sur TechCo, le hashtag de Thomas notamment, s'il y a des bouchons sur la route. Bon, évidemment, un cycliste, ça peut se faufiler, mais s'il y a du retard chez le restaurateur ou chez le livreur pour X raisons, vous nous tenez au courant, alors, là, on va avoir un délai comme sur Uber, chauffeur privé, attention, c'est dans 15 minutes en fait. Nous, la manière dont on le gère, parce qu'il y a toujours des aléas, évidemment, dans ce type de service de livraison. Et la manière dont on le gère, et la promesse qu'on a, c'est aussi d'avoir un service client le plus irréprochable possible. Donc si jamais on se rend compte, parce qu'on a cet algorithme qui nous permet de voir qu'on va être un petit peu en retard, on fait l'effort systématique d'appeler nos clients en amont de ce retard, de les prévenir, et en général ça se passe très bien. Si jamais vraiment on est dans un retard qu'on considère être beaucoup trop long ou inacceptable, à ce moment-là, on a toujours un geste commercial très fort pour nos clients, parce qu'on considère que ils n'ont pas à éponger. C'est-à-dire on mange gratos même si on a 1 heure de retard. Ça va dépendre de la situation, parce que ça va arriver, mais en effet, on rembourse complètement le plat si jamais on considère que ça a été beaucoup trop long, quoi. Chez Food Chéri, comment vous procédez? Notre modèle est construit différemment. On est au plus proche du client. Nos serveurs maraudent dans leur zone de chalandise, dans les arrondissements. Et notre parce que vous êtes algorithme, petit encore, mais quand l'année prochaine vous au contraire, nous voir, vous plus j'ai serez de partout, commandes, là, vous plus serez à ma Bordeaux. densité augmente, Oui. et plus mes délais de livraison vont baisser. C'est ça la beauté du modèle. Nos serveurs n'ont pas besoin d'aller se prendre la commande et revenir. Parce qu'ils ont avec eux les plats froids. Ils ont les plats froids avec eux. Donc on a un algorithme qui a été fabriqué maison, qui automatiquement dispatche les commandes en fonction de la position géolocalisée des serveurs, et il trouve le serveur le plus proche pour minimiser le temps estimé de livraison. Et en général, il se trouve souvent à quelques minutes en fait du lieu de livraison au bureau ou à domicile. Et pour l'instant, c'est la moitié de Paris. Donc aujourd'hui, vous avez levé la semaine dernière. Encore une fois, nous on s'est lancé très récemment. Notre app, elle a été créée en juin. C'est au printemps, même pas. Après quelques mois de lancement de soft launch depuis avril, c'est tout récent. Mais on a une très bonne traction et des très bons chiffres, donc ça nous ont permis de lever de l'argent assez vite, 1 million d'euros en seed money. À Paris, c'est quand même quelque chose d'assez notable. L'amorçage, oui, c'est votre. L'amorçage, voilà. Ouais. Donc auprès d'investisseurs qui ont eux-mêmes été clients en fait. Ils ont testé le service. Ah oui, pas mal. Et, ils y ont cru, et donc ça nous a permis. Il y a la famille Augustin, de Michel et Augustin. Ah oui, exact. Ouais. Michel Augustin a mis un ticket. La famille Palulaire Maman a mis un ticket. Ouais. Augustin a testé le service, il a adoré, et il s'est dit bon, j'y crois aussi. Jacques Vera, le fonds aussi Briga Capital, et quelques angels comme Geoffroy de Bec de Lièvre, Anthony Raveau. Enfin, on a un tour de table vraiment très sympa. On sent les investisseurs un peu moins frileux en ce moment. Ils vont à l'aventure quelque part. Tout à fait. Enfin, que ce soit dans notre secteur, dans d'autres secteurs. Il y a 6 mois, vous vous rappelez des émissions Sébastien, ils n'étaient pas comme ça les investisseurs, non? Moi, je pense qu'il y a une explosion en fait de l'appétence au risque à Paris, en France. Et je pense que c'est une explosion ou explosion dans le bon sens. Mais c'est pas une bulle, d'accord. Non, je pense pas que c'est une bulle. Non, parce qu'on est sur des modèles qui vraiment génèrent du chiffre d'affaires. Il y a quelque chose derrière. C'est sérieux. Ouais. Alors, la rentabilité, c'est pour quand chez Food Chéri, par exemple? Alors, votre business model. Là. Nous, en fait, il y a différents niveaux de rentabilité. D'ici quelques mois, on sera rentable au niveau de nos coûts de production. Donc, on pourra payer nos livreurs, nos cuisiniers, nos denrées. C'est déjà quasiment le cas. Après, il faut bien sûr des fonds supplémentaires pour payer le marketing, la technologie, comme dans toute start-up Internet. Et ça va prendre probablement 2 ans. Mais ce sont des délais tout à fait normaux
lorsque vous êtes en phase de croissance, quoi. Christophe Boisselier, je rouvre votre frigo là, le frigo magique. Vous surfez aussi sur, alors c'est pas une mode, c'est une vraie tendance là, arrêtez de gaspiller. Et sauf les qu'on Britanniques arrive, gaspillent beaucoup et les Français, on sait, on est parce qu'on connaît pas, aussi, parce qu'on connaît pas la cuisine et puis on parle beaucoup de gaspillage. Et on achète trop de trucs, on voit les dates. Vous savez, comme vous avez des packs de 16 yaourts, 24 yaourts, donc il vous en reste 1, 2 et on pense pas qu'on peut mettre un yaourt à la place de la crème fraîche d'une quiche par exemple, ou on pense pas qu'on puisse mettre de la sauce soja à la place du sel, ou qu'on puisse mettre des fraises dans une salade de tomates. Vous voyez, donc notre appli est vraiment il y a ça en plus, quoi, que de faire à manger en moins de 30 minutes pour 2 personnes. Il y a aussi, et puis de pas acheter les fonds de frigo et les fonds de placard. Bon, ça en fait effectivement des options. Le gaspillage, Pascal, il nous reste 2-3 minutes. Là, on le dit, c'est un marché qui est en train d'exploser et qui intéresse les plus gros. Donc il faut quand même prendre des positions. Bien sûr. Lever de l'argent assez rapidement. Bien sûr. Et les GAFA ou ceux qui ne sont pas cotés comme Uber sont en train d'accélérer. Si on prend même le spectre très large, hier Amazon qui lance une branche épicerie. Alors certes, c'est pas des plats tout préparés comme vous, messieurs. Ils sont très malins. Mais voilà. Ils l'ont lancé aux États-Unis, ils promettent un truc qui est assez extraordinaire, c'est une livraison en 1 heure. Vous rentrez le soir, jusqu'à 23h, ils livrent quand même, hein. Vous rentrez le soir, vous avez rien, vous téléphonez 1 heure après, vous avez du monde qui arrive à l'improviste 1 heure après, et ils créent une espèce de système, de supermarché très spécialisé, parce que là, ils rentrent quand même dans l'épicerie fine et dans les spiritueux, hein. Ils sont pas dans tous les secteurs, on va pas acheter des savonnettes, etc. Pour l'instant, c'est des produits un peu luxueux, un peu haut de gamme, bien sûr, mais ils sont en train de créer un système qui fait que tout va pouvoir se passer à travers le smartphone. Est-ce que ça va empêcher les gens d'aller dans les magasins? Non, parce qu'à chaque fois, ça intervient dans des situations très particulières qui nous laissent habituellement démunis. Sur la livraison, on voit que, oui, même Alibaba en Chine et Amazon n'est pas loin de faire la même chose. Vous recrutez finalement, vous et moi, hein, des particuliers qui, pour arrondir les fins de mois, vont accepter de livrer un colis, demain pourquoi pas un plat, dans leur zone. Est-ce que c'est quelque chose qui vous parle ou pour l'instant vous restez vraiment avec vos livreurs que vous connaissez, à qui vous faites confiance et qui sont même parfois embauchés, qui sont vos salariés? Absolument pas. Nous, non, vous n'allez pas là-dessus. On n'a pas de salariés. On est dans un rapport de prestation de service avec des indépendants qui ont un statut juridique extrêmement clair. Oui, c'est des livreurs. Ils font que ça. Les types, ils sont livreurs à vélo. Ils font ça toute la journée. Pas forcément. Ça peut être des particuliers aussi qui bossent pour vous. À partir du moment où ils ont un statut d'indépendant et qui peuvent réaliser, en effet, être dans un rapport de prestation de service. D'indépendants, d'auto-entrepreneurs aussi, enfin un statut légal, quoi, qui leur permet de... Un statut légal qui leur permet de faire de la prestation de service en toute indépendance avec nous. Je pense que c'est le même cas. Vous en avez combien des cyclistes aujourd'hui, là, des livreurs? Aujourd'hui, on a à peu près un peu plus de 200 livreurs qui travaillent avec nous et qui le font jamais d'une manière temps plein. C'est justement par bribes d'heures en fonction de leur choix et c'est une liberté qui est la leur et on décide en fonction du volume d'activité de travailler ensemble ou pas. Et comme chez les VTC, ils acceptent la mission qu'on leur propose sur leur téléphone ou non, c'est quand même tiens tu vas travailler de 20h à 23h jeudi et puis voilà ils signent. On se met d'accord sur un horaire par rapport à un jour donné, un shift donné et en effet ils acceptent ensuite les commandes en fonction de la zone sur laquelle ils sont sectorisés. Chez Food Cherry, alors c'est un modèle très similaire pour ce qui concerne la livraison. En revanche, en cuisine, nos chefs, nos cuisiniers sont salariés. Bon, ils font partie de l'équipe. Ils font partie de l'équipe, voilà, parce que c'est leur travail à temps plein et ils sont recrutés pour ça. Bon Christophe, pas de livreur non. Dans le frigo, on est autonome. C'est homemade là, on fait ça tout seul, avec son appli. Avec son appli. Merci messieurs, la food tech évidemment on en reparlera sur BFM Business dans Tech & Co. Vous restez avec nous, hein, c'est pas fini, on va se retrouver dans un instant juste après la pause. On était ce soir avec Patrick Asdaghi, Food Cherry, le fondateur, Adrien Falcon, vous dirigez Deliveroo en France, Christophe Boisselier, Frigo Magique qui nous vient d'Ille-et-Vilaine et Pascal Samama, la rédaction de BFM Business qui m'accompagne tous les soirs avec celle de 01 d'ailleurs qu'on va retrouver dans 5-10 minutes. Nouveau test sur l'iPhone, enfin test, nouvelle
oui, utilisation du 3D Touch. Vous savez, on va pouvoir voir des choses dans une appli sans rentrer dedans, hein, seulement en appuyant un peu plus fort sur notre téléphone. Il faut vraiment le tester pour comprendre ce que c'est, mais la rédaction de 01, le Lab 01 l'a déjà fait pour nous, alors que évidemment l'iPhone en sort officiellement demain. Ça sera demain en France dès 8h du matin. À tout de suite.